Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres. 71 soldats tués dans une attaque terroriste contre le camp militaire d'Inates à l'ouest du Niger. Un nouvel attentat après le Mali et le Burkina Faso. Les cibles ces dernières semaines d'attaques de plus en plus meurtrières. Le système de santé en Afrique continue de fonctionner qu'à la moitié de sa pleine capacité. C'est notamment le cas en Éthiopie. Et pour y faire face, le pays reçoit le soutien notamment des États-Unis à travers l'Agence américaine pour le développement international. La crise de l'eau, un facteur de pauvreté. Un tiers de la population africaine est toujours privée d'eau potable. Quelles solutions structurelles? Le décryptage à suivre dans ce journal. L'armée nigérienne frappée par une attaque terroriste, c'est tout le pays et la région qui sont sous le choc après cet attentat perpétré mardi soir contre le poste militaire d'Inates, près de la frontière malienne. Le bilan est très lourd, 71 militaires ont été tués. Les autorités font également état d'une dizaine de blessés et de plusieurs personnes disparues. Cette attaque est la plus meurtrière depuis 2015. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. 71 soldats tombés sur le champ d'honneur, 12 ont été blessés et d'autres encore portés disparus. C'est le bilan de l'attaque de la position militaire des forces armées nigériennes à Inates, localité située à quelques kilomètres de la frontière malienne dans la région de Tillabéri. Les assaillants sont arrivés en plusieurs colonnes composées de plusieurs dizaines de motos et de véhicules, dont des blindés, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Un combat d'une rare violence, combinant des tirs d'artillerie et l'emploi des véhicules kamikazes par l'ennemi sur la position. S'en est suivi de 15h à 18h locales. Les renforts dépêchés sur la position ont permis de stabiliser la situation qui est actuellement sous contrôle. C'est l'une des pires attaques qu'enregistre le Niger depuis 2015, avec le début des attaques terroristes et surtout la plus grosse perte pour l'armée nigérienne dans cette région frontalière du Mali. C'est une tragédie humaine et cela arrive à un moment où le débat sur la présence des forces étrangères se pose avec acuité dans l'espace des pays du Sahel. Imaginez quand des colonnes de véhicules puissent quitter ailleurs, traverser toute cette zone et venir jusqu'à Inates, faire leur forfaiture, prendre 2 heures, 3 heures, couper tous les réseaux de communication et après repartir tranquillement. Je pense que c'est là où le commun des mortels ne comprend pas. Face à la dégradation de la situation, le gouvernement a décidé à l'issue du Conseil des ministres du 10 décembre 2019 de proroger pour une période de 3 mois l'état d'urgence décrété depuis 2017 dans plusieurs départements des régions de Tillabéri au sud-est et de Tawa au centre-ouest du Niger. En République démocratique du Congo, le gouvernement a limogé ses 2 ambassadeurs accrédités à l'ONU, des proches de l'ancien président Joseph Kabila, une décision prise et annoncée par la ministre des Affaires étrangères, Marie Ntumba Nzenza, à quelques jours du renouvellement ou non du mandat de la MONUSCO. Alors pour l'heure, aucune explication officielle n'a été avancée, mais d'ores et déjà, dans les rangs du FCC, on conteste cette décision. Depuis 3 ans, la crise sociopolitique qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest, les 2 régions anglophones du Cameroun, a aussi un impact dans le domaine économique. Les activités de plusieurs entreprises tournent en effet au ralenti, montant des pertes des centaines de milliards de francs CFA. Philomène Tine. Près de 800 milliards de francs CFA est le montant des pertes engendrées uniquement sur 10 secteurs d'activité par la crise anglophone au Cameroun au bout de 3 ans selon le groupement interpatronal du Cameroun. À ces pertes enregistrées par les entreprises camerounaises s'ajoutent des charges supplémentaires dues aux mesures d'adaptation chiffrées à 2 milliards de francs CFA. La zone dite anglophone contribue pour d'abord 50% des recettes d'exportation. Donc c'est une zone qui est stratégique au-delà de la production du PIB.
cette situation aura un impact extrêmement négatif sur les équilibres macroéconomiques du Cameroun et par suite sur sa croissance. Depuis le début de la crise, l'État camerounais a perdu près de 18,5 milliards de francs CFA de recettes. Celles-ci devraient être relevées de l'impôt sur les sociétés, des redevances et autres taxes diverses. À cela s'ajoutent les mises au chômage technique et les compressions des personnels dans les agro-industries. Celles-ci ont contracté la moitié des pertes en termes d'actifs, des destructions, des pillages, des vols, d'un coût de près de 40 milliards de francs CFA. La seule solution, c'est de rentrer au modèle fédéral de 1961. Les anglophones sont venus au Cameroun sur la base de la promesse d'un État fédéral, éventuellement réactualisé pour tenir compte aussi des besoins de décentralisation. La crise anglophone qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun est née à la fin de l'année 2016 par de simples revendications corporatistes portées par des avocats et des enseignants. À ce jour, il s'est transformé en revendications séparatistes violentes et fait de nombreuses victimes. Le gouvernement éthiopien bénéficie d'un appui financier, un fonds d'un montant de 63 millions de dollars débloqué par l'Agence américaine pour le développement international, un appui qui vise à soutenir la modernisation du système de santé de l'Éthiopie qui fonctionne toujours à mi-régime. Nelly Claude Bessa. Un système de santé doté de services de qualité, c'est ce que vise le partenariat entre le ministère de la Santé d'Éthiopie et l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Pour ce faire, les autorités éthiopiennes ont opté pour la modernisation du système de santé via l'introduction du numérique. Un challenge qui a bénéficié d'un investissement de 63 millions de dollars pour l'élaboration d'un programme dans ce sens. Les investissements de la télémédecine pourront permettre alors à l'Éthiopie de réduire ses fractures, notamment la lutte contre les inégalités sociales, par rapport à une partie importante de sa population qui n'ont pas accès à une santé décente. Cet investissement pourra permettre alors à l'Éthiopie notamment de pouvoir améliorer les conditions de vie de sa population. Le programme, d'une durée de 5 ans, formera des médecins, des infirmières, des agents de vulgarisation sanitaire et des décideurs à tous les niveaux du système de santé pour une utilisation plus efficace et efficiente de la technologie, leur permettant de mieux servir les patients et les familles à travers le pays. De plus, des cours seront introduits dans les universités locales pour le développement des compétences en matière d'innovation en santé, de solutions numériques et de cheminement de carrière numérique dans le secteur. La télémédecine va permettre alors de pouvoir procéder à des opérations chirurgicales et même donner des instructions en ligne pour permettre alors à certains États qui sont très loin de la capitale de pouvoir avoir accès à une santé décente. Le gouvernement américain, à travers son agence de développement international, est le plus grand fournisseur bilatéral de soutien au secteur de la santé de l'Éthiopie avec environ 150 millions de dollars par an en financement pour les programmes de santé et d'hygiène. Malgré des progrès relatifs, les conclusions sont alarmantes. 320 millions d'Africains sont toujours privés d'eau potable. C'est le cas surtout dans les zones rurales, mais les zones urbaines ne sont pas en reste. Elles sont elles aussi confrontées aux problèmes d'approvisionnement et au manque d'assainissement. Une problématique majeure qui se pose à l'Afrique, le continent qui, dans ses efforts d'y mettre un terme, reçoit le soutien de la Banque islamique de développement. Nathalie Mo. De l'innovation pour aider les villes africaines à relever le défi des pénuries d'eau. La Banque islamique de développement a lancé un financement de 500 millions de dollars pour l'entrepreneuriat dans le domaine de l'assainissement. Des fonds adressés aux jeunes innovateurs africains au service de la construction de villes plus résilientes. D'ici 2050, il y aurait 6,5 milliards de citadins dans le monde, dont plus d'1 milliard en Afrique. Nous devons donc nous préparer à cette perspective et c'est ce que nous propose le thème de ce sommet. Nous voulons trouver des solutions novatrices en faisant recours à la science, à la technologie et à l'innovation pour des cités sûres et plus convergentes. Selon des observateurs, l'Afrique devrait envisager de créer ses propres technologies pour faire face aux pénuries d'eau au lieu d'essayer de rattraper son retard. Ainsi, des entreprises africaines se sont lancées dans la conception de pompes au sol à énergie solaire, aux filtres imprimés en 3D ou encore des compteurs d'eau intelligents qui contrôlent les fuites d'eau et s'adaptent aux changements de consommation. Quelle que soit la technologie qu'on va apporter pour résoudre le problème d'assainissement, le problème d'approvisionnement en eau, il faut tenir en compte tout d'abord de la population.
de sensibilité des populations, mieux encore de sensibiliser les populations pour que celles-ci puissent, n'est-ce pas, être à mesure de comprendre l'intérêt que ces nouvelles technologies devraient apporter. Une personne sur 3 en Afrique n'a pas accès à une source d'eau propre et fiable selon l'Organisation mondiale de la santé. Une situation qui fait 115 victimes chaque heure sur le continent. Les habitants du nord-ouest du Kenya ont rendu un vibrant hommage aux victimes des glissements de terrain qui ont frappé la région de West Pokot. Fin novembre, c'était à la suite de pluies exceptionnellement fortes, des pluies torrentielles. Au moins 50 personnes y ont perdu la vie. C'est un sujet de la rédaction. Les funérailles des victimes des intempéries de novembre, des pluies torrentielles qui se sont abattues à l'ouest du Kenya et qui ont fait 52 morts, notamment dans des glissements de terrain à West Pokot, comté frontalier de l'Ouganda, à près de 350 km au nord-ouest de la capitale Nairobi. Plus de 50 personnes ont perdu la vie. On compte également celles qui n'ont pas été retrouvées. Il y a environ 16 personnes enterrées ici. Nous espérons toujours, avec les efforts du gouvernement national, des amis et des ONG, retrouver toutes les victimes. Ici, aujourd'hui, nous laissons partir celles que l'on a retrouvées. Demain, les inhumations vont se poursuivre. Ce sont de véritables pluies torrentielles qui s'abattent sur le pays depuis 2 mois. Les inondations entraînées par celles-ci ont des conséquences dramatiques. 132 personnes sont mortes au total et on compte également 17 000 déplacés. Quand le bruit a commencé, je me suis réveillée et j'ai découvert que le toit de la maison avait été emporté. Mes 4 garçons étaient là. L'un d'eux a crié « Maman, je suis là, viens m'aider ». Je me suis précipitée vers lui en tenant une torche et je l'ai sorti de la boue. Il était assis, je lui ai tenu la main et je l'ai emmené dans ma cuisine. J'ai crié à l'aide de minuit à 4 heures du matin. Des gens sont venus et l'ont amené à l'hôpital de Kapenguria. J'ai eu 10 enfants, dont une fille. 3 d'entre eux sont morts dans la coulée de boue. Les pluies touchent 32 comtés du pays et ne devraient pas cesser avant la fin du mois de décembre. Pour y faire face, des mesures ont été prises en collaboration avec la Croix-Rouge et le Programme alimentaire mondial pour ravitailler les populations affectées. Mais des ponts entiers ayant été emportés par les inondations, l'accès à certaines zones reste difficile pour les secours. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar célèbre cette année ses 60 ans. La SKENA, créée en 1959, son siège se trouve à Dakar au Sénégal. Sa mission, assurer la sûreté du transport dans l'espace aérien de ses États membres. L'agence qui supervise au total une vingtaine d'aéroports internationaux. Philomène Tine. 60 années que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, assure la gestion pour la sécurité de la navigation dans un bon nombre de pays africains. Et pour renforcer la sécurité aérienne, l'agence compte utiliser la surveillance par satellite à partir de la première semaine de janvier 2020. Ce procédé permettra de surveiller tous les avions en temps réel et tous les appareils qui survolent les 16 millions de kilomètres carrés d'espace aérien. Et pour nous, il est important de réfléchir dans quelle mesure des systèmes, des organisations aussi puissantes comme la SECNA pourraient se doter de ces moyens, notamment les satellites, pour permettre donc de gouverner leurs activités. Dans son plan d'orientation stratégique, elle compte mettre l'innovation au centre des opérations à travers la digitalisation et la virtualisation. Pour être performant dans les années à venir, que l'innovation soit au centre des réalités de toute entreprise, les systèmes doivent être interopérables, en coopération, en synergie entre elles. Et nous devons donc pour cela aussi faire attention à la cyber, les menaces donc,
qui proviennent donc de l'interopérabilité. Le SECNA qui gère 55 tours de contrôle, 25 aéroports internationaux, 76 aéroports régionaux et nationaux, 32 aérodromes communautaires, a traité en 2018 597 905 vols. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.